Bonjour, vous allez aujourd'hui nous parler de trois ouvrages, celui de Roland Hureau, La France et l'OTAN en Syrie, celui de Maxime Chaix, Guerre de l'ombre en Syrie, et celui de Michel Rimbaud, La bénédiction syrienne. Pour commencer, nous allons parler de celui de Roland Hureau. Donc, celui-ci dit dans son ouvrage qu'il remet en cause la responsabilité du régime de Bachar el-Assad dans l'utilisation des bombes chimiques. Pouvez-vous nous parler des éléments qu'il amène et de la manipulation effectuée par les médias et gouvernements occidentaux? Alors, l'affaire des armes chimiques, déjà, il y a eu dans le conflit syrien, plusieurs allégations d'utilisation d'armes chimiques. On sait qu'il y a eu effectivement une utilisation d'armes chimiques. Et pour la plupart de ces attaques, jusqu'à présent, on n'a pas établi clairement l'identité des responsables. La première attaque chimique dont on a beaucoup parlé, c'était dans la banlieue de Damas, dans le quartier de la Ghouta. Et on avait parlé, là notamment, d'une attaque au gaz sarin. Cette attaque s'était produite dans un contexte un peu particulier, puisque le président syrien à ce moment-là aussi recevait justement des inspecteurs de l'ONU et qui devaient justement établir un peu l'état de l'arsenal syrien et ensuite préparer son évacuation par l'entremise de la Russie. Alors, à l'époque, le président Obama avait parlé d'une ligne rouge. Et cette attaque chimique se produit au moment où Obama parle de sa ligne rouge. Donc certains ont pensé que cette attaque pouvait être une provocation de la part des rebelles pour pousser à une intervention terrestre et massive des forces américaines. Alors pourquoi est-ce que Obama n'est pas intervenu? Il y a deux raisons. La première, c'est que déjà il n'y avait pas de preuves suffisantes, que si lui, pourtant le président américain, avec le Pentagone, la CIA, avec tous les moyens, n'a pas de preuves suffisantes, c'est donc qu'il a des éléments qui ont fait qu'il ne prenne pas la décision d'intervenir. Il savait ce qu'il faisait. Le deuxième, c'est que s'il y avait eu une intervention effectivement massive et terrestre en particulier américaine, eh bien à Damas, le gouvernement qui aurait été mis en place n'aurait pas été un gouvernement démocratique, laïque, tel que les États-Unis l'auraient envisagé. Ça, Barack Obama le savait. C'est d'ailleurs ce qu'on a retrouvé aussi en 91, au moment où les Américains, après leur intervention au Koweït, se sont arrêtés à Bagdad parce qu'il n'y avait pas de scénario pour la suite. Donc là, c'est un peu aussi le même cas de figure. Et pour revenir maintenant à un détail important sur l'attaque de la Ghouta aussi, il y a eu une enquête. Il y a eu un rapport de l'OPCW qui a été finalement publié sans signature finale, ce qui n'est pas quelque chose de commun pour un rapport officiel de cette organisation. Le rapport n'étant pas signé notamment par les experts, eh bien on ne peut pas le prendre pour argent comptant. Les experts eux-mêmes ont dit que ce n'était pas normal. L'autre élément aussi, par rapport à cela, c'est que il y a eu deux rapports du MIT, du Massachusetts Institute of Technology. Le premier rapport, on en a peu parlé, un peu plus du deuxième, mais les deux rapports arrivent à la même conclusion, c'est que ce n'est pas le gouvernement syrien qui a en tout cas mené cette attaque chimique. Et le MIT s'est basé sur des calculs scientifiques, de la balistique, et en se basant aussi sur les versions des forces en présence, c'est-à-dire qui était où, dans quel quartier, qui tenait quel quartier, et en fonction de cela, et des armes aussi disponibles en chaque camp, eh bien, qui a pu effectivement être l'auteur de cette attaque. Et pour le MIT, il était clair que c'était une provocation des rebelles pour pousser une intervention. Par extension, on peut extrapoler que c'était donc une provocation des rebelles pour amener à une intervention terrestre américaine. On peut ajouter que les services de renseignement militaires et britanniques et des États-Unis pensaient que les attaques au gaz venaient effectivement plutôt de rebelles. Et c'est ce qui a un peu joué en faveur de la retenue d'Obama. Les Britanniques, le rapport, il en est fait état par quelques spécialistes, notamment par Rimbaud, me semble-t-il, dans son livre précédent. Et Obama, il se trouvait avec des services de renseignement, il y en a 15 ou 17 aux États-Unis. Il n'y a pas simplement le FBI et la CIA dont on parle toujours. Il y a notamment le renseignement militaire qui passe pour être particulièrement sérieux. Et Obama, il avait des services de renseignement lui disant des choses contradictoires. Donc, comme le Parlement britannique avait empêché Cameron de partir en guerre, c'était une raison pour qu'Obama se retienne. Et sur ce coup-là, il a été raisonnable. Il n'avait pas été raisonnable sur la Libye, il avait suivi les va-t-en-guerre.
Là, sur cette position-là, il s'était retenu. Carla Del Ponte avait aussi émis des doutes sur la provenance de la part du régime. Elle était allée sur place. Donc il y a quand même un faisceau d'indications. Et surtout, l'argument, moi, qui me paraît décisif, c'est le principe cui bono, à qui profite le crime. Bachar peut avoir des défauts, pas forcément tous ceux qu'on lui prête, mais il n'a pas le défaut d'être idiot ni suicidaire. Or, à partir du moment où le président des États-Unis, qui a déjà cassé l'Irak, dit attention, si vous faites ça, vous allez vous faire taper sur les doigts, faut être maso ou idiot pour commettre l'erreur. C'est une question de bon sens, ça, de bon sens élémentaire. Alors, on peut reprocher des choses, mais certainement pas à Bachar d'être idiot. Il sait jusqu'où il ne faut pas aller, et surtout qu'il y avait des précédents, qui sont assez nombreux. Voilà toutes les raisons de douter. Il y a eu d'autres attaques à l'arme chimique, et dans bien des cas, il n'a jamais été clairement et scientifiquement établi qui était exactement à l'origine de ces attaques. Il y a eu l'attaque à Khan Sheikhoun aussi, où on a vu rapidement les casques blancs se déployer pour récolter des preuves. Or, quand on regarde ces vidéos, l'équipement qu'ils utilisent, s'il avait été question de sarin, l'équipement ne les aurait pas protégés. Et ils auraient été morts, tués dans la plupart des cas, puisque le sarin est quand même un gaz de combat qui tue. Même s'il est de mauvaise qualité, il tue. Voilà. L'auteur affirme également que l'intervention en Syrie était guidée par le mouvement néoconservateur. Après l'Irak et l'Afghanistan, la Syrie était-elle sur la liste des régimes à renverser ? Oui, bien sûr. Les États-Unis ont repris un vieux plan qui s'appelle dans sa version définitive le remodelage du Grand Moyen-Orient. Il a été annoncé publiquement par George W. Bush en 2003, juste avant qu'il attaque l'Irak. Et ce plan, qui reprend des plans antérieurs, a pour idée, alors le Grand Moyen-Orient, ça va du Maroc jusqu'au Pakistan et au-delà. C'est quand même très étendu. Ça reprend ce qu'on appelle aussi le Muslim Green Belt, la ceinture verte de ces États musulmans, dont des plans britanniques très anciens, du début du XXe siècle, tout début du XXe siècle, disaient qu'il fallait casser cette ceinture. Et l'une des façons de casser la ceinture, ça a été la création d'État d'Israël. C'est assez avéré quand on regarde la succession des plans qui ont été mis là. Donc le remodelage du Grand Moyen-Orient, il suffit de regarder tous les États qui ont été attaqués, l'Afghanistan après le 11 septembre, alors qu'en réalité 90% des terroristes de l'avion du 11 septembre ou de l'avion qui était tombé sur New York, hein, et sans parler des autres, en fait, ils étaient saoudiens, ces gens-là. Ils n'étaient pas du tout afghans. Alors c'est vrai que l'Afghanistan est un des financeurs, c'est vrai qu'ils ont des camps d'entraînement, mais c'est pas une raison suffisante. Et en plus de ça, il y avait la raison prêtée aux autres pays d'être les complices de Ben Laden. Ça a été l'argument pour attaquer l'Irak. Alors qu'on sait qu'il n'y avait aucune relation entre Saddam Hussein et Ben Laden. On sait aussi qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Il y avait un rapport de Hans Blick qui était clair là-dessus. Donc tout ça, ce sont des montages, mais on s'aperçoit que Irak, et puis ensuite Syrie, Libye, tout ça c'est sur l'axe. C'est annoncé, la couleur est annoncée. Donc il faut être idiot pour ne pas le voir. Et on n'en parle jamais de ce remodelage du Grand Moyen-Orient, parce que c'est plus facile d'avoir un argument totalement, un narratif, on dit aujourd'hui, un narratif de substitution qui explique qu'il y a un vendeur ambulant tunisien qui a mis le feu au Moyen-Orient. Il s'est immolé par le feu, et alors ça a tout enflammé tout seul. Sauf que quand on regarde la chronologie, on s'aperçoit qu'il y a des événements de déstabilisation avec des financements, avec des programmes, ce qui explique bien en particulier le livre de Shea, de Maxime Shea, c'est en réalité penser à l'avance tout cela. Et ça commence pas du tout en 2011, ça commence bien avant. 2003, 2006, il y a des vagues d'opérations qui ont été programmées. Mais ça arrange tout le monde de dire que les grands dictateurs ont réprimé leur population dans le sang. C'est un narratif beaucoup plus convenu, alors que l'histoire est beaucoup plus longue. Elle a plusieurs décennies, cette histoire-là, et des points d'orgue ont été mis. Alors après,
la mise en scène médiatique. Toutes nos télévisions nous racontent les mêmes âneries. Alors il faut aller chercher des experts, des gens qui ont fait du travail d'investigation un peu poussé pour y retrouver un peu de vérité. Un peu, toute la vérité, ça sera difficile. Parce qu'on ne le saura que dans 50 ans ou 60 ans, quand les archives de la CIA seront déclassifiées. Vous savez qu'il n'y a que 3 ans que la CIA a reconnu avoir participé au renversement du dirigeant iranien, hein, Mossadegh. Bon, ça a été reconnu maintenant. Les Britanniques ne le reconnaissent toujours pas, leur participation au coup. Les Américains, ils ont une certaine franchise dans leur coup tordu. Soit ils annoncent qu'ils vont les faire de façon générale sans dire quand et où et comment. Enfin, ils disent on va remodeler le Grand Moyen-Orient. Bon, ils en laissent la couleur. Et puis après coup, ils reconnaissent volontiers un certain nombre de choses. Alors, il y a des noms qui sont enlevés, il y a effectivement des textes qui sont incomplets, mais les archives sont consultables. Donc il faut de la mauvaise foi pour l'ignorer, ça. Mossadegh, eh ben oui, on le sait. Bachar, on le saura peut-être dans 50 ou 60 ans aussi. Mais pour revenir justement aussi à ces redécoupages, il y a effectivement ce plan du Grand Moyen-Orient. C'est les milieux néoconservateurs américains, aussi des penseurs néoconservateurs américains et israéliens, ou même simplement israéliens, avec les milieux militaires aussi stratégiques israéliens, qui ont réfléchi justement à l'avenir stratégique des États-Unis et de leurs alliés au Moyen-Orient. Comment est-ce qu'on doit le penser? Eh bien, on doit le penser dans un cadre où il faut redessiner les frontières sur des bases religieuses ou ethniques. Alors, pourquoi? Parce que ça serait un moyen aussi de démanteler des États, notamment arabes en l'occurrence, qui représentaient des menaces pour Israël, des obstacles d'une certaine manière aux États-Unis, et des challengers aussi face aux alliés des États-Unis dans la région, comme l'Arabie Saoudite et d'autres. Alors, ces États qui représentaient un problème ou un défi ou autre, eh bien, c'était par exemple l'Irak. L'Irak qui a bien servi les intérêts des États-Unis contre l'Iran, durant la guerre Iran-Irak, qui a bien servi par là même les intérêts des pays du Golfe, mais il y avait le risque que l'Irak devienne une espèce de leader du monde arabe, c'était le but d'ailleurs des partis basses irakiens et de Saddam Hussein, ils ne s'en cachaient pas, ce qui dérangeait d'autres pays arabes dans la région. Eh bien, dans la situation actuelle où se trouve l'Irak, il y a peu de chances qu'elle devienne le leader que Saddam Hussein voulait la voir devenir. On a aussi sur cette liste maintenant la Syrie pourtant qui était alliée de l'Occident durant la guerre Iran-Irak, qui a participé avec les alliés à la coalition au Koweït, et bien maintenant c'est la Syrie qui est sur cette liste. Alors déjà, en 2003, au moment de l'invasion en Irak, les Syriens ont eu peur, puisqu'il y avait des gens qui disaient aussi dans l'administration américaine ou israélienne, mais la Syrie est aussi un problème au même titre que l'Irak. Et là, la Syrie y avait échappé. Il y avait eu un deal aussi au niveau des services de renseignement qui avait été établi entre les Syriens et les Américains. C'était surtout de l'échange d'informations et du contrôle du passage des djihadistes qui allaient en Irak par la Syrie. Alors dans ces États, ces grands États démantelés aussi, eh bien, grands États entre guillemets, la Libye aussi, qui représentait un obstacle notamment par rapport à la politique africaine des États-Unis ou de certains alliés des États-Unis, et puis la Libye pendant longtemps aussi avait été un poil à gratter pour les Américains et les Israéliens au Moyen-Orient, en soutenant différents mouvements armés de gauche, notamment aussi en Europe. Et puis maintenant, je ne vais pas dire le dernier sur la liste, mais celui qui se trouve maintenant sur la liste, eh bien, c'est l'Iran. Alors l'Iran, il y a effectivement, du point de vue américain, pour dire, il y a l'idéologie de l'Iran, le système qui pose problème, la menace sur Israël, mais ce qu'on a oublié aussi, ce que finalement le régime des mollahs et les problèmes actuels cachent, c'est que l'Iran est en train de redevenir aussi la superpuissance et le gendarme régional qu'elle a été avant la révolution islamique. Et ça pose problème. Alors aux États-Unis d'une certaine manière, mais ils pourraient trouver un terrain d'entente dans le long terme. Israël, évidemment, est inquiète, et surtout les pays du Golfe qui sont alliés au Qatar. L'auteur pointe également du doigt le soutien qu'ont apporté les puissances occidentales aux groupes terroristes dans leur combat contre Bachar el-Assad. Pouvez-vous nous parler de ces allégations? Oui. Alors effectivement, comme beaucoup de conflits qu'on a eus ces 20-30 dernières années, des conflits souvent d'ailleurs dans lesquels l'OTAN était partie prenante d'une manière ou d'une autre, eh bien, les pays occidentaux ont souvent eu des alliés locaux. Beaucoup de guerres qu'on décrit comme civiles sont en fait ce qu'on appelle aujourd'hui des guerres civilo-globales ou ce qu'on appelle en anglais des proxy wars, des guerres par procuration. Donc très souvent dans ces alliés par procuration qu'on a sur le terrain, il arrive souvent que les pays occidentaux trouvent des groupes qu'on qualifierait en fait d'extrémistes, et souvent d'extrémistes religieux. On avait eu le souvenir des combattants de la liberté afghans, les Moudjahidines, de 79 à 89, qui s'étaient battus contre l'armée rouge, et une partie d'entre eux, par la suite,
vont se rallier au mouvement taliban et seront férocement anti-américains. On a eu le cas aussi en Ukraine, avec l'armée ukrainienne qui était inapte, finalement, à cause des désertions, de désorganisation. On a utilisé des volontaires ultranationalistes, des skinheads, des hooligans. Et bien dans les pays du Moyen-Orient, actuellement, il y a des conflits. Les États-Unis se basent en fait, effectivement, sur des groupes islamistes. Voilà. Certains sont plus modérés que d'autres, mais ici, on les présente toujours comme modérés, c'est-à-dire comme s'ils étaient d'inspiration démocratique occidentale, laïque, et c'est pas du tout le cas. Il suffit, ce que les journalistes n'ont pas fait à un seul moment, étrangement d'ailleurs pour le conflit syrien, mais qu'ils avaient fait parfois pour d'autres conflits, c'est de nous expliquer qui sont les acteurs en présence, et notamment dans le camp, finalement, dans le camp de la liberté, comme on le présente. Il vous suffirait, même sans être arabisant, de prendre une liste, de faire une liste de tous les groupes armés présents en Syrie, quelle que soit leur soi-disant modération ou pas, et de traduire le nom de ces groupes. Armée de l'islam, armée de Mohammed, armée de la conquête. Vous savez déjà à qui, eh bien, vous avez affaire, vous savez qui est sur le terrain. Alors pourquoi soutenir ces extrémistes qui, dans le long terme, posent un problème, justement, qui sont un peu comme une bombe à retardement? Tout simplement, la première chose, c'est que déjà, ils n'ont pas peur de la mort. Pour eux, la mort, c'est une récompense pour leur combat. C'est dans la pensée djihadiste. Ce sont des groupes qui, pas tous d'ailleurs, n'obéissent pas tous à des logiques idéologiques politiques ou religieuses. Parfois, les intérêts économiques, obtenir un pouvoir sur un territoire, c'est bien suffisant. Donc cette fameuse rébellion syrienne, même l'armée syrienne libre, elle n'est déjà pas monolithique, elle est constituée de groupes armés, qui sont certains d'ailleurs menés par d'anciens criminels, qui faisaient du business entre la Turquie, la Syrie, enfin dans la région du Nord par exemple. Il n'y a pas de commandement unifié, il y a des rivalités, des groupes sont passés à Al-Nusra, qui est aujourd'hui Hayat Tahrir al-Sham, HTS, d'autres sont allés à l'État islamique, il y a eu des changements très fréquents aussi d'alliances, des groupes ont vendu des armes à d'autres, ce qui explique le fait que les armes occidentales se soient retrouvées aussi d'ailleurs entre les mains de l'ancien Jabhat al-Nusra ou actuellement de l'État islamique. Et d'ailleurs, souvent les services de renseignement savaient que ce risque existait. Donc, les pays occidentaux se sont en fait reposés, là encore une fois, sur des auxiliaires extrémistes, puisque c'était ceux qui étaient le plus aptes, finalement, d'une certaine manière, dans le court terme, à atteindre les objectifs que les pays occidentaux s'étaient fixés. Et derrière, on a des pays du Golfe qui sont subtils actuellement et ont bien compris qu'ils ne pouvaient pas faire du soutien aux groupes djihadistes une politique étrangère, mais par contre, rien ne les empêche de fermer les yeux là-dessus. Beaucoup des pays du Golfe sont censés maintenant mener des politiques, notamment dans le domaine financier, dans ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Il y a des mesures qui doivent être prises, mais on se rend compte que très souvent des gens, des familles royales, des gens très riches sur place, des citoyens de ces États riches, eux, n'ont aucun problème encore à financer la plupart de ces groupes armés. Alors on cite aussi beaucoup les États du Golfe, le Qatar et l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats Arabes Unis, et on l'oublie aussi souvent, il y a la Turquie, qui n'est pas un pays du Golfe, évidemment, mais qui est un pays de l'OTAN, et qui a soutenu toute une kyrielle de groupes, et qui le fait encore notamment dans la région de Idlib. Oui, on peut ajouter que ces pays du Golfe sont en concurrence, notamment le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ils ont chacun leur protégé. C'est un système de parrain et de protégé. Hein. Donc ça, c'est une première donnée. Et puis, pour faire une incise sur une information locale qui a été donnée l'année dernière, un journal de Suisse romande avait pris parti pour les rebelles modérés, avec un article disant que on aimait ou pas les gens de Jaish al-Islam, mais c'était des enfants du pays, je cite. Hein. Mais les enfants du pays, il y en a de toutes sortes. Hein. Vous avez des enfants tueurs, vous avez des enfants pervers. C'est pas du tout un signe de qualité que les enfants du pays. Et Michel Rimbaud explique justement que, en particulier ce groupe-là, il a commis le massacre d'Adra. Bon, et puis il enferme en particulier les otages dans des cages pour les exposer aux tirs de ceux d'en face pour se protéger. Ce sont des boucliers humains. Donc dire que ce sont des enfants du pays, c'est adoucir la chose. On est dans une histoire de bisounours. C'est tout juste si les braves enfants, oui, on utilise le mot enfant, c'est de la manipulation sémantique. C'est juste pas acceptable. Ce ne sont pas des enfants du pays, ce sont des tueurs qui sont financés par l'extérieur, et en particulier ce groupe-là, par les Saoudiens. Voilà, je crois qu'il faut rétablir les vérités en dehors des romans qui nous sont racontés à longueur de pages de journaux. Ce que Roland Hureau et Maxime Chaix, d'ailleurs, amènent dans
dans leur ouvrage, ils en parlent. Pour revenir sur la question de Obama, de son indécision et de la ligne rouge, il savait très bien qu'en cas d'intervention Obama, il n'aurait pas des alliés démocrates ou musulmans démocrates modérés à la Erdogan, qui modérés, au pouvoir à Damas. Ce seraient des djihadistes, ou en tout cas des radicaux. Et la conséquence qu'il y aurait eu, les Américains le savaient aussi, ça serait, et je pèse mes mots, mais je le dis, ce serait un génocide des Alaouites et une expulsion de toutes les autres minorités. On a oublié, d'ailleurs à l'époque, je m'étonne aussi, les journalistes étrangers ne traduisaient pas beaucoup les slogans de la révolution syrienne, en tout cas de certains groupes d'opposants dans certaines villes de Syrie. Une des vidéos qui tournait beaucoup à l'époque n'a pas été traduite, était pourtant assez éloquente. Les manifestants, parmi lesquels il n'y avait d'ailleurs aucune femme, disaient « les Alaouites au tombeau et les chrétiens à Beyrouth ». Voilà, je pense que c'est assez clair pour dire quels sont les alliés de l'Occident sur place. Nous allons maintenant nous intéresser à l'ouvrage de Michel Rimbaud. Qu'est-ce que, selon lui, la théorie du chaos américaine ? C'est pas selon lui, c'est que la théorie du chaos, elle a été élaborée par un théoricien qui s'appelait Léo Strauss, qui est un juif allemand qui a émigré aux États-Unis et qui a développé cette théorie qui depuis a été mise en pratique. Ça consiste à dire, à défaut de pouvoir remplacer un régime, parce qu'on ne peut pas les remplacer tous, on ne peut pas mettre nos pions partout, en tout cas on gouverne en cassant. En fait, la théorie du chaos, c'est on casse un peu partout, ils vont se battre entre eux et on va tirer les marrons du feu. On ne sait pas exactement comment, mais la configuration du champ de force fait qu'on va arriver à s'en sortir. Et cette théorie, elle est appliquée dans le cadre du Grand Moyen-Orient. Ils vont changer leurs hommes de main, ils vont changer les groupes de soutien en fonction des circonstances, mais c'est une espèce d'improvisation permanente dans le cadre d'un dessin qui, lui, est assez précis. Il y a un cadre général, et puis après, les tactiques sont très évolutives et les opérationnels aussi. Pour quelle raison l'auteur affirme-t-il que les néoconservateurs ont infiltré le pouvoir français ? Mais parce que ça se voit et parce qu'ils le disent eux-mêmes. Le Quai d'Orsay a été dirigé par Laurent Fabius, qui était un des plus fanatiques, et c'était d'ailleurs assez paradoxal, puisque Obama arrivant au pouvoir, les néoconservateurs sont derrière, ils ne sont plus au premier plan. Ils n'ont pas disparu, mais ils ne sont plus au premier plan comme ils l'étaient sous George W. Bush. Mais par contre, en France, ils sont encore là. La France a quelques années de retard sur les États-Unis, donc au moment où ils sortent là-bas, ils se mettent au premier plan chez nous. Et on l'a vu au moment où Obama a procédé à un rapprochement avec l'Iran. Qui est-ce qui sabotait le rapprochement des États-Unis et derrière eux du camp occidental avec l'Iran? C'était Fabius. Fabius, il n'arrêtait pas d'aller dans les réunions en disant « il faut demander plus, il faut moins d'uranium, il faut moins de... etc. etc. » Donc tout ça est avéré, les noms circulent, vous pouvez lire chez les différents auteurs, vous pouvez avoir la liste des hauts fonctionnaires français, des diplomates, qui sont de souches néoconservatrices, qui se disent atlantistes, ils ont des vidéos, ils assument totalement cette position-là. Alors de temps en temps, ils marquent une petite nuance, mais le Quai d'Orsay est effectivement contrôlé par un appareil de fonctionnaires néoconservateurs, parfois avec un plus présentable que d'autres. Le Drian est un peu moins flamboyant que Fabius, mais il fait à peu près la même orientation, il suit la même orientation. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur cet ouvrage ? Moi, sur celui de Rimbaud, j'ai découvert beaucoup de choses que je ne connaissais pas. D'abord, il ne faut pas oublier que le gaz est un ressort du conflit, que ce soit le gazoduc qui devait venir du Qatar pour aller jusqu'à la Turquie et que Bachar ne voulait pas voir passer chez lui. Bon, il a bloqué ce projet-là. Et deuxièmement, les ressources naturelles qui sont sous la Méditerranée et sous le territoire syrien, seraient les troisièmes du monde, d'après un certain nombre d'informations. Donc on comprend qu'il y a des enjeux énormes. Et deuxième chose, moi alors ça je le savais, mais je ne savais pas le volume de gaz. Deuxième chose que j'ai apprise et que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a eu un expert, une commission d'experts qui a été nommée par la Ligue arabe et par l'ONU pour situer les responsabilités de la crise syrienne. Et il y a un général soudanais, Mustafa al-Dabi, qui a émis un rapport. Et ce rapport, il était tellement soucieux d'objectivité qu'il n'a pas plu à ses commanditaires et que finalement, ça se retrouve dans un livre qui est préfacé par François Belliot, livre écrit en 2017 par Ahmed El Manai, un Tunisien.
Et finalement, il a été, à la demande de l'Arabie Saoudite, il a été mis un peu de côté, ce général, et son rapport n'a pas été validé. Il n'a pas été validé parce qu'il contrariait la thèse officielle. Donc ce n'est pas des complots et des on-dit, c'est que même des gens qui étaient soucieux d'objectivité ont fait la part des choses sur les tenants et aboutissants des guerres en Syrie, puisque comme on l'a dit, il y a des facteurs locaux, y compris économiques, y compris pour faire plaisir au FMI. Il y a des subventions qui ont été supprimées aux agriculteurs, et il y a eu un exode rural, et ces gens-là, ils sont dans les banlieues de Damas ou des autres grandes villes. Et ça donne en quelque sorte une espèce de volant de main-d'œuvre pour les terroristes, parce qu'effectivement, quand les gens n'ont pas de quoi manger, ils se satisfont de peu de choses et ils sont payés pour monter au créneau. Voilà ce qu'on peut dire sur ces quelques choses, et il se trouve que ce livre-là est une bonne illustration. Il fait suite au précédent sur le Grand Moyen-Orient, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, du même Michel Rimbaud. Alors, juste un dernier point sur la question des ressources aussi. C'était vers 2015, par là, ou un peu après, la Rand Corporation avait aussi publié un rapport qui traitait de l'avenir de la Syrie, en particulier de la zone nord et de la zone est, où il y a les Kurdes. Et la Rand Corporation proposait justement que pour la zone centrale de la Syrie, le long de l'Euphrate, et notamment vers des réserves là où vous avez des réserves pétrolières, que cette zone soit placée sous administration internationale. Ça voulait dire quoi? Que le pétrole et les revenus pétroliers échapperaient au gouvernement syrien et qui seraient placés sous une forme de tutelle internationale. Alors, on est loin pour l'instant de cela, mais très récemment, c'est la chaîne d'information franco-israélienne I24 et aussi la presse syrienne qui en ont parlé, et aussi la presse libanaise, une partie des ressources pétrolières syriennes qui sont dans les zones contrôlées par les forces kurdes, ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, eh bien c'est un homme d'affaires israélien qui est aussi impliqué dans l'humanitaire, qui a mené les missions humanitaires en Syrie et dans des zones qui étaient occupées par Jabhat al-Nusra, ce qui est assez intéressant. Il s'appelle Moti Kahana, et c'est lui qui a récupéré une partie de ces ressources pétrolières, en tout cas qui a conclu un accord avec les Kurdes. Et dans la zone du Golan syrien occupée par Israël et annexée en fait officiellement par Israël récemment, il y a aussi énormément de pétrole et qui là aussi va échapper évidemment au gouvernement syrien. Et Gabriel en parlait tout à l'heure aussi, ces ressources ne sont pas seulement dans le sous-sol syrien, mais elles sont aussi dans la zone maritime sous souveraineté syrienne en Méditerranée. En Méditerranée, il y a aussi beaucoup de tensions qui s'accumulent parce qu'il y a énormément de gaz, mais aussi de pétrole en offshore.